Bienvenue dans ce second épisode consacré à la gestion des pires déchets de l'humanité. Et on ne parle pas du casting des Marseillais à Cancun. Non, on parle de déchets radioactifs, et surtout des plus dangereux d'entre eux, les déchets de haute activité ou de moyenne activité à vie longue, souvent abrégés en HAMAVL. Dans le premier épisode, on expliquait ce que c'est, et on parlait des solutions complètement barrées envisagées pour gérer ces déchets hyper dangereux. Si vous ne l'avez pas vu, on vous conseille vivement de le faire, car vous comprendrez mieux cette suite. Par contre, si vous n'avez pas vu les Marseillais à Cancun, c'est moins grave. Dans ce second épisode, on va se concentrer sur des solutions plus sérieuses, qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Certaines font encore l'objet de vifs débats, et d'autres ne sont pas encore au point, mais on y travaille. On vous explique tout ça, c'est parti! Pour commencer, on va repartir de la solution de l'immersion dont on parlait à la fin de l'épisode précédent, et qui ne concernait que les déchets peu radioactifs. En gros, on balançait les fûts dans la mer. C'était donc des fûts de mer. L'immersion est interdite depuis 1993, même s'il y a des chances que la mafia italienne ait continué à la pratiquer. Mais il existe une variante intéressante de cette solution qui a été envisagée pour les déchets hautement radioactifs, celle de l'immersion en zone de subduction. L'idée, c'est de larguer et de guider les déchets jusqu'à une zone où une plaque tectonique plonge sous une autre. Ainsi, les fûts se retrouvent sur une sorte de tapis roulant géologique qui va les emmener dans les profondeurs de la Terre. L'idée est séduisante, mais elle se heurte à deux obstacles. Premièrement, la subduction c'est lent, presque aussi lent qu'une enquête pour corruption au Mexique. Les fûts vont s'enfoncer de quelques centimètres par an et se retrouver abîmés par la corrosion avant d'être suffisamment enfouis. Deuxièmement, les zones de subduction sont aussi des zones sismiques et volcaniques. Si jamais les fûts se retrouvent éjectés par une éruption sous-marine, ça fera désordre et les octonautes ne seront pas contents. Bref, c'est trop risqué et les pays qui s'étaient intéressés à cette voie, comme le Canada, ont laissé tomber. Passons à une idée qui, elle, a déjà été expérimentée, celle de l'enfouissement dans des puits de forage. Cette fois aussi, le principe est assez simple. On descend les déchets dans des puits verticaux profonds de plusieurs kilomètres et on met un gros bouchon cimenté par-dessus. Comme pour les enquêtes pour corruption au Mexique. Il existe plusieurs variantes. On peut par exemple acheminer les matériaux plus ou moins tels quels dans une couche de roche à faible température de fusion qui va fondre sous l'effet de la chaleur dégagée et former une gangue protectrice autour des déchets. Cette solution est assez simple d'un point de vue théorique, mais on tire un trait sur toute perspective de suivi ou de récupération. Et pour cette raison justement, c'est la solution envisagée par la ville de Marseille pour gérer la discographie de Jul. On peut aussi injecter les déchets sous forme liquide dans des roches poreuses, qui vont agir comme des éponges ou des couches-culottes. Dans ce cas, il n'y a pas vraiment de barrière protectrice, et maîtriser la dispersion de la radioactivité est un défi insurmontable. Hors de question de stocker des déchets de haute activité dans des roches poreuses, donc. Enfin, on peut tout simplement empiler les paquets radioactifs au fond des puits. C'est une bonne solution pour des petits volumes. Les puits ont en effet un diamètre assez petit et ne peuvent donc pas accueillir de grandes quantités de déchets. Ces trois variantes sont potentiellement intéressantes, mais dans tous les cas, elles ne permettent de gérer qu'un faible volume de déchets. Et il est quasi impossible de récupérer les colis radioactifs. Une idée encore meilleure, c'est la combinaison des deux solutions précédentes, le forage sous-marin. On creuse un puits dans une zone abyssale stable où l'impact sur l'écosystème sera minime. On s'enfonce jusqu'à la couche de basalte, puis on dépose les colis avant de refermer le puits. Les déchets sont alors isolés par une couche rocheuse et une couche de sédiments qui va croître avec les années, pendant très longtemps. Si jamais un jour les déchets sont de nouveau en contact avec l'eau, leur radioactivité aura grandement diminué. C'est presque la solution parfaite, mais encore une fois, c'est l'acheminement des matières jusqu'au site d'immersion qui pose problème. Un naufrage avec des déchets de haute activité ou de moyenne activité à vie longue comme marchandises serait plus compliqué à gérer que la mort d'Elizabeth II pour la BBC. Cette piste aurait quand même pu se révéler intéressante, mais les États-Unis l'ont laissé tomber en 1986, ce qui a plus ou moins mis un terme aux recherches. On en vient maintenant aux trois solutions sur lesquelles la France a planché à partir du début des années 1990. La transmutation, l'entreposage et le stockage géologique profond. Commençons par la plus technique, la séparation-transmutation. Rien que le nom annonce la couleur. Rien à voir avec la projection astrale, hein. C'est une solution élégante qui arrangerait tout le monde. Le principe est assez simple,
mais la mise en œuvre beaucoup moins. En gros, il y a 2 étapes. Premièrement, la séparation. On sépare les différents radioéléments qui constituent le combustible usé en mettant de côté les plus radiotoxiques. Aujourd'hui, on sait extraire certains éléments, mais pas tous, ce qui constitue un premier obstacle. Deuxièmement, la transmutation. On transforme les éléments extraits, soit en éléments non radioactifs, soit en éléments radioactifs à vie courte et à faible activité. Une opération extrêmement complexe car elle suppose de manipuler les éléments au niveau atomique en modifiant leur nombre de neutrons par exemple. Mais au fait, Jamy, comment ça marche un atome ? Un atome, c'est constitué de protons, de neutrons et d'électrons. La plupart des atomes sont stables, c'est-à-dire qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont et ne changent jamais. Mais certains sont instables parce que leur nombre de protons et de neutrons est mal équilibré, ou qu'ils en possèdent trop. Ces éléments ont tendance à se transformer spontanément en éléments plus stables, en émettant des particules et un rayonnement plus ou moins dangereux. C'est ça qu'on appelle la radioactivité. Par exemple, l'iode 127, qui est stable, possède 53 protons et 74 neutrons. Mais l'iode 129 possède 2 neutrons en trop, ce qui le rend instable et donc radioactif. Pour transmuter un élément radioactif, on peut donc changer son nombre de neutrons. Par exemple, l'iode 129, qui reste radioactif pendant des millions d'années, peut être transformé en iode 130 en absorbant un neutron. Il devient alors un élément radioactif à vie extrêmement courte, environ une journée. Rajoutez-lui encore quelques neutrons et il sera radioactif moins d'une seconde. Autre exemple, si l'uranium 235 absorbe un neutron, il se transforme en uranium 236 hautement instable qui va se décomposer en barium et en krypton, 2 éléments inoffensifs. Enfin, sauf pour lui. Pour forcer une transmutation, on bombarde les atomes de neutrons jusqu'à ce qu'ils en absorbent. Cette opération nécessite l'utilisation de réacteurs à neutrons rapides ou encore de réacteurs dédiés couplés à un accélérateur de particules. La séparation-transmutation est donc un procédé lourd et coûteux qui nécessite des équipements de pointe et qui est, pour l'instant, techniquement hors de portée à grande échelle. Qui plus est, la transmutation ne permettrait pas de traiter tous les types de déchets, ni les milliers de tonnes déjà produits et conditionnés. Cette option reste donc intéressante, mais sera forcément complémentaire d'une autre. Et si au lieu de chercher à transformer ces déchets, on se contentait simplement de les entreposer dans un endroit suffisamment sécurisé et isolé, mais facilement accessible en cas de besoin. Plus ou moins ce qu'on fait déjà donc, mais sur des durées potentiellement beaucoup plus longues. C'est l'une des solutions retenues par certains pays, et un temps envisagée par la France car elle offre plusieurs avantages. Elle est relativement simple à mettre en place et surtout, elle permet d'accéder très facilement aux déchets. Si jamais on trouve une solution géniale dans 80 ans, les déchets seront à portée de main, ce qui ne sera évidemment pas le cas s'ils sont sous la calotte glaciaire ou dilués à 5 km de profondeur. En plus, les déchets peuvent être entreposés près de leur lieu de production, ce qui limite les risques liés au transport. L'un des inconvénients de cette solution, c'est qu'elle nécessite une attention humaine constante. Les déchets et le site doivent être surveillés en permanence pendant des siècles. Ensuite, les infrastructures doivent être entretenues et régulièrement remplacées, et les déchets doivent être périodiquement reconditionnés. On mise sur le fait que les générations futures seront en mesure de le faire, intellectuellement et matériellement. Et quand on voit ce qu'ils écoutent comme musique, c'est pas gagné. Les opposants à cette solution arguent aussi qu'on impose à nos descendants de gérer le problème n'ayant pas pu le résoudre nous-mêmes. Enfin, on mise aussi sur le fait que le site d'entreposage ne sera pas menacé par une guerre, une catastrophe naturelle ou un concert de Francis Lalanne. Là non plus, c'est pas gagné. L'alternative à l'entreposage en surface, c'est le stockage en couches géologiques profondes. On stocke les déchets dans des tunnels, puis on scelle l'entrée et on laisse le temps faire son œuvre. Au bout de quelques centaines de milliers d'années, ils seront devenus inoffensifs. Pour que cette option fonctionne, il faut que les tunnels soient creusés profondément dans une couche géologique quasi imperméable. Ainsi, le confinement de la radioactivité est naturellement assuré par la roche elle-même. Il faut aussi viser une zone extrêmement stable où les perturbations, en particulier l'activité sismique, sont minimales. Enfin, il faut que les tunnels présentent toutes les garanties de sécurité contre les inondations, les incendies et les vers des sables. Le gros avantage de cette solution, c'est sa passivité, comme on dit. Une fois le site scellé, plus besoin d'entretien ni de surveillance. Si pour une raison ou une autre, la surface du site est rayée de la carte ou que le Covid-54 nous décime tous, le truc ne sera pas hors de contrôle. Les colis resteront sagement à leur place et leur radioactivité continuera de diminuer naturellement.
Il faut juste trouver un moyen d'indiquer à d'éventuels futurs visiteurs qu'il ne faut pas creuser à cet endroit. Autre avantage par rapport à l'entreposage en surface, on ne demande pas aux générations futures de gérer nos déchets. Elles pourront donc se concentrer sur le financement des retraites. Par contre, ça coûte cher. Moins cher que la solution fusée évoquée dans le premier épisode, mais quand même. Entre les années d'études, de prospection et de modélisation, la construction d'un site sécurisé, l'acheminement, la gestion et la manipulation des déchets et la surveillance du site pendant toute la durée d'exploitation, qui peut s'étaler sur plus de 100 ans, on parle de dizaines de milliards d'euros au total. Par ailleurs, les déchets hautement radioactifs ne peuvent pas être stockés directement après leur production. Il faut forcément passer par une phase de refroidissement et donc d'entreposage durant plusieurs années avant de passer à la phase de stockage. Comme vous le savez peut-être, c'est quand même cette solution que la France a finalement retenue après une longue phase d'études et de concertation. Au début des années 2000, elle a d'ailleurs aménagé un site expérimental à cheval entre la Meuse et la Haute-Marne, qui sert de laboratoire grandeur nature. Dans les prochaines décennies, si elle obtient le go des autorités compétentes, la France stockera ses déchets hautement radioactifs dans un site attenant à ce laboratoire. Les fûts seront descendus dans des tunnels creusés dans une couche argileuse à 500 mètres de profondeur et stockés dans de petites alvéoles. Pour minimiser l'intervention humaine, toutes les manipulations se feront à distance avec des robots. Ce centre de stockage pourra accueillir des déchets durant environ 150 ans avec une particularité importante. Pendant tout ce temps, les déchets seront récupérables, ce qui veut dire que jusqu'en 2180, cette solution sera réversible, tout comme l'entreposage en surface. En revanche, passé ce délai, les tunnels seront scellés pour des milliers d'années. Plus de retour en arrière possible. Côté budget, la totalité du projet français, y compris la gestion du site pendant plus d'un siècle, a été arrêtée à 25 milliards d'euros. Il est réglé par les industriels du secteur nucléaire, qui répercutent évidemment ce coût sur votre facture à hauteur d'environ 1%. Voilà, on a fait le tour des principales idées raisonnables. Impossible de prévoir l'état de nos connaissances dans un siècle. Peut-être aura-t-on réalisé un bond technologique qui rendra toutes ces alternatives aussi inutiles qu'une cabine téléphonique. Ou sera-t-on revenu des décennies en arrière, à une époque où on ne pouvait pas choisir ce que l'on voulait regarder à la télé. Et on ne sera probablement plus là pour le savoir. Mais ça ne nous empêche pas d'essayer de réfléchir à tout ça aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode. On vous met plein de liens pour creuser la question. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Et le partage est toujours autant apprécié. Vous pouvez aussi nous aider à produire les prochaines vidéos en nous laissant un petit pourboire, soit directement sur YouTube avec les Super Thanks, soit sur Tipeee, ici. Allez, merci à toutes et à tous, et gros bisous!